Bienvenue sur Mater Naissante, le podcast qui donne la parole aux mamans. Ici, on partage des histoires de grossesse, d'accouchement et de postpartum, toutes différentes, toutes légitimes. Un espace de bienveillance et d'écoute pour s'informer, s'inspirer et se sentir moins seul. Aujourd'hui, c'est Charlène et Maryse qui nous racontent la suite de leur parcours. Après une première PMA très réussie et la naissance de leur fille Kali, elles nous racontent leur deuxième parcours, beaucoup plus compliqué, et qui s'est terminé par une interruption médicale de grossesse. Donc, la première grossesse s'est bien passée, vous profitez de votre fille et vous décidez de faire un deuxième enfant. C'est ça. Au bout de combien de temps? Ça a été moins rapide que prévu puisque professionnellement, on a changé de voie toutes les deux. Donc financièrement, c'était pas le moment. Voilà, donc on a un peu plus tardé que ce qu'on aurait voulu. Et aux 5 ans de Kali, la loi bioéthique a été passée en France. Sauf qu'en fait, on s'est dit déjà en France, à mon avis, le délai va être énorme puisqu'ils ont eu des demandes de fou. Donc on s'est dit, bon, on retourne en Belgique. Puisqu'on avait eu une très bonne expérience, ça s'était très bien passé. Le staff top, on s'est dit, bon, quitte à repayer, c'est pas grave. Et que nos enfants aient exactement le même parcours. Voilà, on ne voulait pas faire de différence, en sachant qu'avec la loi bioéthique, il y avait la levée de l'anonymat du donneur. Et en fait, on s'est dit, si nos enfants, t'en as un qui, du coup, ne pourra rien connaître, Kali ne pourra rien connaître, et que le deuxième, à ses 18 ans, peut effectivement connaître origine ou autre, on avait peur de ça au début, de la différence entre nos enfants là-dessus. Donc, c'est vrai que ça a aussi penché dans la balance de retourner en Belgique. Donc, on rappelle la Belgique en 2021. On a eu rendez-vous psy en septembre 2021. Donc, rendez-vous posé, on y va. Il nous demande de venir avec Kali. Le rendez-vous avec la psy, c'est vraiment concentré sur notre fille. Pour le coup, vraiment. Et du coup, Kali, vous lui en aviez parlé au tout début du parcours? Ouais, au tout début du parcours, en fait. Voilà, maman, on va essayer d'avoir un autre enfant et tout. Donc, elle est hyper contente. Quand on lui a dit, voilà, on va voir une dame, on lui explique pourquoi on va la voir. On va discuter avec une dame pour qu'il nous dise si on peut avoir un deuxième enfant. Donc, le rendez-vous de psy se passe bien. Elle parle beaucoup avec Kali. Et contrairement au premier rendez-vous qu'on a passé, déjà, il était beaucoup plus court. Et au final, les questions ont tourné que autour de Kali, de comment ça se passait, etc. Voilà, tout de suite, elle nous dit c'est OK. C'était vraiment un rendez-vous histoire de dire bon, on se revoit. Et puis, on a eu la validation tout de suite. Tout de suite, on a eu l'ordonnance pour que je fasse les examens gynécologiques, etc. Du coup, je fais les examens. Et première insémination en mars 2022. Premier échec. Et du coup, là, j'imagine que par rapport au premier parcours, où vous vous attendiez à ce que ce soit long, au final, ça s'est très bien passé très vite. Ouais. Sans réfléchir, automatiquement, vous vous attendez un petit peu à ce que ce soit la même chose ou est-ce que vous êtes quand même préparé à l'échec? En fait, on se préparait à l'échec, mais on espérait que ça se passe de la même manière. Bref. Donc, premier échec, première déception. Après, du coup, on devait recommencer début de l'été. J'ai eu le Covid. Donc, du coup, ils ont tout annulé. Donc, on était parti pour faire l'insémination et tout ça. Covid. Donc, il fallait attendre 2 mois après avoir eu le Covid. Et au final, on a refait un essai en octobre 2022. Deuxième échec. Donc là, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue en Belgique, sachant qu'on avait quand même dépensé un peu plus, un peu plus que ça même, parce que ça avait augmenté, les inséminations, on était sur un 1005 à peu près, donc on était plus sur du 3000. Ouais. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue en Belgique ou est-ce qu'on se rabat sur la France? Et en fait, on a beaucoup discuté et on s'est dit, mais à un moment donné, on ne va pas pouvoir à chaque fois financièrement lâcher de l'argent comme ça. Et on avait quelques doutes quand même sur ma santé gynécologique. Et on s'est dit, bon, on va se rabattre sur l'hôpital de Rouen. Et là, on était quand même déjà arrivé entre le premier rendez-vous psy, donc septembre 2021, et la deuxième insémination, on était arrivé à 1 an déjà. On appelle l'hôpital de Rouen. Du coup, ce rendez-vous-là, on s'attendait peut-être que le fait que j'ai déjà passé tous les examens, que j'ai déjà eu 2 inséminations, que j'arrive avec un dossier prêt, etc. Bah, grosso modo, elle dit votre dossier, vous pouvez le garder. On n'en veut pas, quoi. Oui, peut-être aller le résultat de l'hystérosynpagographie, c'est tout pour éviter que je la refasse, parce que c'est un examen qui est très douloureux quand même. Si je pouvais ne pas le refaire, voilà. Et au final, ils me disent c'est 1 an. Donc là, bonne douche froide.
on commence le parcours en France, mais à savoir que on est sur 1 an de délai pour commencer. Tu fais la première insémination, à savoir qu'en fait, en France, on a le droit à 4 FIV. Et ils ont pris en considération quand même qu'elle avait eu 2 échecs d'insémination avant. Voilà. Ils ont pris en compte, en gros, dans le processus pour pas faire trop d'insémination. Voilà. Donc ça marchait pas. Et donc, on reçoit le papier avec, voilà, où j'ai le droit à 2 inséminations et 4 FIV. Voilà. Qui est du coup dans un courrier. Donc là, on arrive dans un côté médical un peu plus poussé sur voilà, tout ce qui est traitement. Donc, on fait la première insémination en France. Donc, c'était au final la 3e. Encore un échec. On recommence quelques mois plus tard. 2 mois après. Ouais, 2 mois après, 4e échec. Du coup, on a un rendez-vous, donc on passe en FIV. Donc là, on rentre sur un autre protocole, hein, FIV. On rentre sur des stimes qui sont beaucoup plus fortes, avec quand même un passage au bloc pour la ponction, qui est plus difficile à vivre. En sachant que la ponction, le conjoint ou la conjointe doit être absolument là pour donner son autorisation. Et il faut savoir que dans ce parcours-là, c'est ce qu'on appelle un parcours parental. Les ovocytes prélevés appartiennent au couple. C'est-à-dire que même si le couple se sépare, il reste des embryons, des ovocytes congelés. Même si le couple se sépare et que la femme veut utiliser ses ovocytes, elle ne pourra pas sans l'autorisation du précédent conjoint. C'est quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on a découvert, c'est quelque chose d'important. Donc en fait, il y a un acte notarié à faire qui est à donner à l'hôpital pour ça. À savoir, du coup, avec l'autorisation de la PMA pour toutes, pour les couples de femmes, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est super bien parce que ça protège, on va dire, l'autre maman qui ne porte pas. Il y a un document à faire au notaire, ce qu'on appelle une reconnaissance anticipée, à faire avant la grossesse. Ce qui fait que aujourd'hui, voilà, sur un couple de femmes, la maman qui tombe enceinte, si le couple se sépare pendant la grossesse, sera quand même l'enfant de l'autre maman. Ce qui veut dire qu'à l'accouchement, il n'y a plus besoin d'adoption, ça se passe Non. vraiment comme un couple hétéro. Exactement. Ça. Il faut juste faire le papier au notaire. De toute façon, le papier au notaire est obligatoire, dans le sens où on n'aurait pas pu faire la PMA. Si tu n'as pas ce papier-là, ils ne le font pas. Ouais. Au même titre que la première fois, du coup, votre entourage, tout le monde est également au courant à chaque étape? Ouais. Bah, puis, franchement, je dirais heureusement parce que le soutien à ce moment-là, il est primordial. Hein. Clairement, quand là, on était arrivé à 4 échecs, le moral commençait à être compliqué à ce moment-là. Et Cali, comment elle le vit? C'était compliqué. Hein. C'était compliqué parce que déjà, on vit la tristesse ensemble, forcément, sur les échecs. Et puis, elle était arrivée à un point où, de toute façon, c'est sûr, ça marche jamais, c'est nul, c'est injuste. Voilà, on arrive sur quelque chose où ça la mettait en colère et elle commençait à en souffrir aussi. Hein. C'était compliqué. Donc, on était à la première FIV. Première ponction, sur les échographies, au début de la première FIV, il y a plein de follicules et tout, trop bien. Ça se trouve, on va avoir beaucoup d'ovocytes. Je crois que la première fois, il n'y avait que 2 bons ovocytes. Voilà, sur beaucoup de récoltés, au final, que 2 bons. Quand il y a la ponction, en fait, direct, ça part au laboratoire, en FIV. Et sur les 2, il n'y en a qu'un qui est pris. Donc, le deuxième, non. On fait le transfert. 15 jours après, négatif. On dit voilà. Donc, on se dit que il va falloir repasser par une ponction. Donc, la deuxième FIV, je crois qu'on doit pareil, pas beaucoup de. Je crois qu'on était à 2 ovocytes encore une fois. Franchement, on tombe sur des résultats où c'est très compliqué. Deuxième échec, encore, ça prend pas. Là, on se dit, on fait une pause. C'était au mois de février-mars 2024, cette fois-ci. Donc, il y a quand même pas mal de temps qui s'est passé quand on repense au premier rendez-vous psy qu'on a passé en Belgique. À ce moment-là, l'été, du coup, on fait une pause, on laisse passer l'été, on se dit, bon, on va prendre du recul, etc. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans ce parcours-là, il y a une pression. En fait, on se met dans une bulle et on ne pense qu'à ça. Et ça pèse énormément. En fait, on vit pour ça. Et moi, j'étais du genre à mettre ma vie entre parenthèses et faire les choses bien comme il faut, de ne pas trop sortir, voilà, de dire je fais tout en fonction de la PMA. Et on a tendance, dans ces parcours-là, à totalement s'oublier, que ce soit en tant que couple ou individuellement. Et ça, c'est quelque chose où moi, personnellement, je ne m'y étais pas préparée. Je m'étais préparée à qu'il y ait des échecs, mais je ne m'étais pas préparée à que ça nous atteigne autant et que ça nous mette autant de pression et qu'on se mette dans cette bulle qui devient
petit à petit irrespirable et qui fait souffrir énormément. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, j'avais pas envisagé que ça allait me mettre aussi mal, clairement. Parce qu'on ne pense qu'à ça, on ne vit que pour ça. Et c'est le fait de s'oublier, j'étais pas préparée. Et après, il faut réussir à remonter tout ça et à sortir tout ça. C'est très dur. Donc, on avait décidé de faire une pause par rapport à ça. On arrive au mois de septembre-octobre, on retente. Sauf que là, les choses se sont compliquées. Ma femme a fait une hyperstimulation. On change de traitement. On change, du coup, il y a le choix de l'obstétricienne. On change de traitement, de stimulation, etc. pour essayer d'en pousser le plus possible à maturité. On pousse la stime vraiment avec des grosses doses pour essayer d'en avoir plus. Sauf qu'en fait, on a trop poussé. Je pensais me sentir plutôt bien. Enfin, ça allait. Après, vu que j'avais déjà vécu les FIV d'avant, par contre, j'avais mal au ventre, etc., puisque tout était poussé quand même. Bon, on voit à l'échographie que mon ovaire est très gros quand même. Très, très gros. Et on dit, on vous appelle cet après-midi, on voit un petit peu. On m'appelle vers 16h30 en me demandant si je me sentais bien. Et je dis oui, ça va. J'ai un peu mal au bas. Oui, ça va, un peu fatiguée, mais je pense comme toute femme qui passe les protocoles FIV, on est claqué. Il me dit bon, parce que vous avez une hormone très élevée, beaucoup trop haute. Et là, elle me dit, on en hospitalise pour moins que ça quand même, madame. Bon, ok. J'ai dit non, bah, pour le coup, je vous assure, ça va. Voilà. Se passe la soirée de vendredi soir. Ils disent surtout, si Ça va pas, vous venez. Vous venez aux urgences, il Voilà. n'y a pas de souci. Mais ça allait. Et en fait, le samedi matin, je me lève, là, ça allait plus du tout. Ça allait plus du tout, difficulté respiratoire. Je sens que je vais vomir, je vais aux toilettes, sauf que je me relèverai jamais. Il a fallu que le SAMU vienne me chercher. En fait, elle se lève, elle dit j'ai du mal à respirer, elle va aux toilettes et en fait, elle s'écroule et toute contractée et du mal à ventiler énormément. Et en souffrance. Et sur le coup, le premier truc que je pense, c'est à l'embolie pulmonaire due à son problème de sang, parce que ça faisait vraiment les mêmes symptômes. Donc, je me vois gérer ma fille, qui voit sa mère comme ça, appeler le SAMU. Kelly, on l'avait préparée à réagir vis-à-vis d'une urgence médicale comme ça, vis-à-vis de moi par rapport à l'épilepsie. Elle a géré comme une championne, c'est-à-dire qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, mettre les chiens en garage, ouvrir la porte pour le SAMU, ne pas paniquer, etc., comme on l'avait préparé. Bon, une autre situation, mais elle a réussi à gérer malgré sa peur de voir sa mère comme ça en souffrance, parce que clairement, elle était en souffrance et en panique aussi. Ah ouais, j'ai cru que j'allais rester dans la salle de bain. Le SAMU a été très très long à venir. Il s'avère qu'ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas envoyé de médecin, donc ils l'ont transportée tout de même, mais sauf qu'elle tombait dans les pommes et qu'elle n'arrivait toujours pas à respirer correctement. Et en fait, il s'avère qu'arrivé au CHU après qu'on transportait. J'ai que des brefs souvenirs pour ma part, mais je sais que ça s'est agité autour de moi pour le coup et que voilà, on a senti quand même que c'était grave. Donc, en fait, il s'avère qu'elle a fait une hyperstimulation en traitement, c'est-à-dire que son ovaire est devenu trop gros et tellement il était gros, elle a fait une subtorsion de l'ovaire. Son ovaire s'est plié et il y a eu. Non, il s'est retourné. Ouais, et l'utérus était plein d'eau, etc. Et aussi que c'est monté dans les poumons. D'où le fait d'avoir des problèmes respiratoires. Donc j'ai eu très très peur parce que j'aurais pu perdre ma femme ce jour-là, clairement. Et en fait, le lundi, il y avait la ponction. Donc c'était à savoir, est-ce qu'on fait la ponction quand même ou pas? Et donc au final, le service gynéco décide de faire la ponction et que justement ça va soulager l'ovaire en fait, parce que là, il fallait vider l'ovaire clairement. On fait la ponction, donc je passe au bloc le lundi matin. Donc là, on se dit, bon, vu qu'on a fait quand même une hyperstime et qu'on est arrivé quand même dans un état catastrophique, on va peut-être au moins avoir des résultats. Au moins. Pas plus que ça. Pas plus que ça, même résultat au final. Il y a eu 2 embryons. Mais il y en a qu'un qui a pris correctement. Je vous dis pas dans quel état on était. Moi, psychologiquement, j'en pouvais plus d'avoir vu ma femme dans cet état-là. Du coup, on fait le transfert de l'embryon qu'il y avait et encore négatif 1 semaine avant Noël. Franchement, ça aurait été génial de dire, allez, on a vécu tout ça, on a été jusque-là, j'ai été dans cet état-là, on a poussé le truc. On se dit, on va peut-être avoir un beau cadeau de Noël, quoi. Voilà, on a fait Noël avec la famille, on a essayé de faire bonne figure. Pour notre fille aussi, parce que Kali aussi, elle a vécu ça. Elle a vu que j'étais pas bien, enfin, m'avoir vu dans la salle de bain comme ça. Au bout d'un moment, protéger les enfants, mais c'était compliqué de la protéger de tout ça, puisqu'elle vivait tout. Comme et il nous avait dit qu'on allait potentiellement arrêter le parcours là, parce que ça devenait trop risqué pour ma femme. Au final, il dit bon, on va refaire une tentative. Moi, je voulais pas. Maryse n'était pas opérationnelle. Moi, j'ai dit, je veux la tenter quand même, puisque je veux pas de regrets, je veux la tenter. Et du coup, on la tente. Là, donc on a l'échec en décembre, donc 2024. Donc, on arrive début 2025. Fin février, je recommence un traitement de stime un peu moins dosé.
où là, on essaye de gérer, enfin, l'obstétricienne essaie de gérer les choses, donc on fait des doses beaucoup moins fortes. Aux échographies, effectivement, on voit que c'est beaucoup mieux que la fois précédente. Moi, j'ai moins de douleur. La stime se passe bien. Ponction, là, on ne s'y attendait pas. Il y a eu 5 ovocytes, dont 3 de pris. Donc, sur la dernière, on se dit, bon, on ne s'y attendait pas du tout, carrément contente. Donc, on fait le transfert de 2 embryons. Et là, du coup, 11 jours après, parce que j'ai commencé à faire les tests de grossesse précoce, j'étais chiante. Et en fait, dans la journée, ça m'a trotté dans la tête et tout. Et j'étais à J11, je crois, par rapport au transfert. Et je dis à Maryse, va me chercher un test de grossesse à la pharmacie. Oh non, machin, de toute façon, si tu veux pas, j'y vais, parce que j'avais pas envie de sortir de la maison. Et du coup, au final, elle va me le chercher. Et là, le test de précoce, positif. À la base, elle voulait chercher des cigarettes. Et puis, elle est revenue avec le test de grossesse. Puis, elle dit, putain, j'ai oublié les cigarettes. Donc, en fait, elle est repartie. Moi, j'ai fait le test en attendant qu'elle soit partie. Et en fait, là, positif. Et je commence, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et je me suis assise à table, sur une chaise. Mais genre, en mode, je regardais le truc. J'avais les mains qui tremblaient. C'est pas possible. Ça y est, enfin. Mais on n'y croyait pas. Donc, moi, je rentre, je la vois au bout de la table. Elle me dit c'est positif, donc je m'effondre, hein, clairement. Et on était contents. On commence à appeler son frère en premier, parce qu'il faut savoir que dans le parcours, il y a certaines personnes qui ont été présentes et d'autres pas du tout. Et on savait les personnes, ça allait toucher le plus. Donc on a appelé son frère. Moi, j'ai appelé mes parents et j'ai appelé ma sœur. Et petit à petit, en fait, on a appelé les gens, on va dire, par lot. En fait, c'était tellement attendu. C'était une période tellement excitante. Puis on savait que c'était la dernière chance. On l'a crié sur tous les toits, hein, clairement. Donc, on fait la première échographie où là, effectivement, il y a bien un cœur qui bat. Voilà, là, c'est bon, je suis bien enceinte, quoi. Donc, c'est parti. On commence à avoir les papiers pour le suivi de grossesse, etc. Donc, on se dit, ça y est, c'est parti, ça y est. Sur les 3 mois, on va dire, toutes les 3 semaines, en tout, on a fait 4 échos. Une première écho où on sait qu'on est enceinte. Ils se sont dit, ah, il est un peu petit et tout. Revenez dans une semaine. Bon, de toute façon, là, on vous a fait l'écho de bonheur parce qu'il y avait une médecin qui nous avait un peu suivi depuis le début, puis elle a changé de service et elle voulait vraiment me faire l'écho. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu tôt. Elle me dit, bon, l'embryon, il est un peu petit, il devrait être un peu plus grand. On se revoit quand même dans une semaine. Une semaine après, donc c'était avec quelqu'un de différent, on refait l'écho. L'embryon, on entend le cœur à ce moment-là. L'embryon avait juste, développement 2 jours de retard par rapport à leur calcul, en fait. Donc, rien d'inquiétant. Donc, à ce moment-là, on se dit, bon, c'est bon. Donc là, on l'annonce à tout le monde est au courant. Et 10 jours après, on prend rendez-vous. On ne voulait pas se faire suivre la grossesse au CHU, mais retourner à l'hôpital et Notre gynéco à nous, quoi. Donc, on retourne avec cette gynéco, justement, refaire une écho pour qu'après, elle fasse le suivi de grossesse basique. Donc, au final, à 2 mois, j'ai encore une écho avec ma gynéco qui se passe bien. Et là, on met la date pour l'écho, ce qu'on appelle TA, hein, donc l'écho du premier trimestre, qui est un petit peu plus tard que ce qu'on avait imaginé. C'était le 16 juin. À partir de ce moment-là, pour vous, ça se passe bien. Et est-ce que vous êtes préparé à ce qu'il puisse encore y avoir des problèmes ou est-ce que pour vous, c'est la fin de ce parcours compliqué? Moi, j'étais dans l'euphorie d'être enceinte. En plus, j'étais très malade, donc ça, c'était très compliqué. Mais je suis en arrêt. Par contre, le fait d'être à la maison, effectivement, je me prends une claque dans le côté où je revois tout le parcours qu'on a fait. Je me revois au mois d'octobre à l'hôpital où je me dis, putain, toutes les fois où on a été en pleurs toutes les deux par les échecs, etc., où je me dis, ouais, le parcours, il a été très long. Et en fait, à aucun moment dans le parcours, moi, je me suis posée en me disant, c'est dur. J'étais tête dans le guidon, je voulais rien lâcher, en fait. Voilà, je vivais pour la PMA, en fait. Moi, je me sais que je me suis mis une pression énormissime. Voilà, c'était très compliqué. Et là, oui, moi, je me suis pris une claque sur le parcours qu'on a pris. Et je commence un peu à paniquer, à être pas bien, à me dire si le parcours était aussi difficile, la grossesse, il va se passer quelque chose. Enfin voilà, je suis un peu au début, j'étais un peu dans l'angoisse quand même, qu'il se passe quelque chose. Moi, sa grossesse, j'étais contente, mais je le vivais pas bien parce que j'avais l'impression qu'elle le vivait mal. Et en fait, on n'a pas réellement partagé, de mon point de vue, de bons moments sur le temps où elle a été enceinte. C'était pas comme la mienne. On n'était pas épanouis, on était stressés. Pas stressés dans le sens où
moi, personnellement, j'imaginais le pire. C'est juste que pour moi, ça allait, mais je ne voyais pas ma femme épanouie alors que c'est le moment où elle méritait de l'être et elle devait l'être. Donc, ça m'attristait un peu. Et, on arrive sur cette fameuse écho du T1. Hein. Et en fait, notre gynéco, On voit l'échographie déjà. On se regarde, il y a un problème. Enfin, on ne distingue pas. Ça faisait pas comme l'échographie pour Maris, quoi. Et en fait, au début, elle passe en écho par voie abdominale. Hein, et notre gynéco, au bout de 5 minutes, elle me dit là, je suis désolée, mesdames, mais il y a plein de choses qui ne vont pas. Ok, elle me dit je vais passer par voie vaginale et bien vous expliquer les choses avec la sonde pour avoir plus de détails. Et en fait, elle nous dit voilà, votre bébé, il a des masses autour, où c'est du liquide. Et en fait, à la T1, justement, c'est là où on mesure la nuque. Elle m'a dit la masse est tellement énorme que de toute façon, je ne peux pas mesurer la nuque. Donc, elle nous a expliqué en fait qu'il y avait une masse donc, tout autour du crâne, tout derrière le cou et qui descendait jusque dans le dos. Et elle nous dit et les jambes qui ne bougent pas beaucoup. Bon, c'est plus qu'une douche froide, c'est la tempête. Elle dit je suis tellement désolée pour vous et tout ça, vous ne méritez pas ça. On voyait qu'elle était touchée, mais malgré tout, voilà, elle a eu ces petites phrases. Et après, elle dit voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. En gros, elle nous a dit clairement, quand il a posé la question est-ce qu'on va devoir arrêter la grossesse, il dit va vous dire, mais normalement, vu les dégâts, clairement, hein, oui. Ce qu'elle a fait pour nous soulager aussi de tout ça, c'est que c'est elle qui a fait toutes les démarches auprès du CHU pour prendre les rendez-vous. Et en fait, dans l'après-midi, effectivement, donc c'est le service grossesse pathologique du CHU de Rouen qui nous appelle donc pour un rendez-vous. Et le rendez-vous, il est, ça c'était le jeudi, il est le mardi d'après. Donc, et là, on me dit, vous avez rendez-vous avec le professeur. Tu vois que c'est le chef du service. Donc, tu te dis, bon, bah, de toute façon, c'est grave. Hein. On n'avait pas espoir dans le sens où, de toute façon... Par rapport au masque qu'elle nous avait fait voir, par rapport à tout ce qu'elle nous a montré. Même si la grossesse avait été à terme, et il y aurait eu peu de chance. Ça n'aurait pas été une vie... Du moins, ce n'est pas la vie qu'on aurait voulu pour notre enfant. Donc, du coup, on va à ce rendez-vous avec ce professeur-là. Il fait une échographie. Donc, il y a l'interprétation de l'échographie. Et là, il y avait aussi prévu un prélèvement du placenta ce jour-là aussi. Donc, ils font l'échographie, même diagnostic que nos gynécos à ce moment-là. Effectivement, il y a des masses énormes. Alors, on est tombé sur un gars atroce. Enfin, le gars qui nous a fait l'échographie, nous dans un état pas possible. Et on se dit, mais du coup, quand est-ce que la grossesse va s'arrêter? On essaie de poser des questions, etc. Il dit, non, mais de toute façon, la grossesse, là, vous n'allez pas l'arrêter tout de suite. Hein. Bah, je dis, notre bébé, il n'est pas viable. Clairement, on le comprend bien. Donc, ah non, mais attendez, il y a peut-être encore de l'espoir. Et la phrase, mais il y a des femmes, c'est bien pire que ça. Hein. Vous, au moins, votre bébé, il a une tête. On a été choqués. On en a même parlé après à d'autres personnels médicaux que ce mec-là, il nous avait sorti ça. Et j'ai l'impression que ça les avait pas plus surprises que ça par rapport au gars que c'était. Donc, on fait cette échographie où, en fait, le mec, il essaye de donner de l'espoir alors qu'il n'y en a pas. Enfin, on voit la gravité, on n'est pas bête. Donc, bref, juste après, je pars sur un petit bloc où, en fait, ils font mettre l'aiguille dans le ventre et ils vont aller chercher, ils vont gratter le placenta. Et là, il faut attendre. À la base, ils nous disent 3 jours pour qu'ils aient les résultats, mais ils ne donnent pas les résultats par téléphone. Ils disent, on a les résultats, on cale un rendez-vous. Donc, entre le prélèvement placenta et le rendez-vous d'après, il s'est passé une semaine. Vous en avez parlé à l'entourage? Ouais, bah ouais. Enfin, tout le monde, tous nos proches, quoi. Là, c'était un cauchemar. Donc, on attend, on prend notre mal en patience. Enfin, on souffre, hein, clairement. On essaye de soulager notre fille aussi. Parce que du coup, il a fallu qu'on annonce quand même à Cali. Quand on a eu rendez-vous chez l'obstétricienne, donc le mi-juin, pour l'écho et tout ça, on avait dit à notre fille qu'on avait l'échographie. Donc elle, en fait, elle avait qu'une hâte, c'est d'avoir une petite photo. Et en fait, on lui annonce. En fait, je lui ai dit que le cœur du bébé n'allait pas. On n'est pas rentré plus dans de nombreux détails. Non, et qu'en dehors du ventre de maman, c'était pas possible que l'enfant vive. Et que du coup, il fallait retirer le bébé du ventre de maman. C'est très compliqué à gérer. C'est gérer son enfant en pleine détresse alors que
les parents le sont aussi, c'est très, très compliqué. C'est des choses où on n'est pas prêt. Clairement, on n'est pas prêt. Et je pense que même avec toute la préparation du monde, une telle souffrance, que ce soit nous personnellement ou celle de son enfant, c'est très, très dur à gérer. Donc, on laisse exploser, hein, clairement. On laisse exploser et ça sert à rien d'essayer de faire l'effort ou quoi que ce soit. Enfin, clairement, c'est inutile parce que je pense qu'on ne l'est pas. Sinon, on veut se le faire croire, mais c'est pire derrière. Là, tu pleures en famille, en fait. Hein. Tu as les proches, les gens qui peuvent comprendre, qui sont déjà passés par là ou des parcours similaires, qui ne cherchent pas à trouver les mots, mais qui ont l'intelligence de dire on est là. Pas si besoin, quoi. Juste on est là. Juste un message ou quoi que ce soit pour éviter les maladresses. Parce que le pire au final aussi, c'est les gens qui veulent être là ou qui pensent vouloir bien faire et qui disent des maladresses ou font des maladresses et qui sont d'autant plus durs à gérer pour nous. Donc on essaie de gérer comme on peut, un peu survivre à la semaine. On y retourne la semaine d'après, donc il faut encore continuer. Donc il se passe à peu près 15 jours déjà. Donc du coup, on est tombé par contre sur un super médecin, franchement d'une douceur. Souvent, on se dit que les médecins sont qualifiés et souvent, on n'a pas trop d'humanité avec certains médecins et que voilà, ils sont là pour faire leur boulot. Mais lui, il nous a expliqué les résultats. Alors juste entre-temps, on a oublié quand même que le dossier passait en commission. En fait, le premier rendez-vous avec le professeur, donc le tout premier rendez-vous dans le service de grossesse pathologique, donc effectivement, avec l'échographie, même lui, il a dit effectivement, votre bébé, il n'est pas fiable, clairement. Est-ce que vous faites une demande d'IMG, donc d'interruption médicale de grossesse? Du coup, oui, on fait la demande, puisque de toute façon, clairement, on nous dit que son cœur va s'arrêter. Dans tous les cas, la grossesse ne pourra pas être menée à terme, mais il faut signer les papiers pour faire la demande d'IMG. Ça veut dire que vous avez le choix à ce moment-là de dire on arrête ou on continue. Ouais, c'est quand même une étape importante où en fait, effectivement, tu as quand même le choix de poursuivre la grossesse parce qu'à ce moment-là, notre bébé, son cœur battait encore. Donc, tu peux avoir le choix, quoi. Mais nous, on n'a pas eu besoin d'en discuter. Mais c'est vrai que ça peut être un sujet. Mais la gravité des choses faisait que l'IMG, même le professeur nous a dit, il n'y a pas d'autre solution. Et on a quand même, du coup, signé les papiers pour l'interruption de grossesse. Et donc, du coup, il y a cet examen. Ce jour-là, on rencontre le professeur. On signe les papiers, on fait du coup aussi le prélèvement placentaire. Une semaine après, ce fameux médecin nous réexplique tout. Il prend le temps de prendre une feuille et de nous réexpliquer tout. Voilà, là, vous avez fait ça, machin, etc. Les résultats sont partis. Nous, on a eu les résultats. Et avec les résultats, donc en ce moment-là, il ne nous donne pas encore. Il parle juste de résultats. Il ne nous donne pas encore les mots de ce qui se passe. Il nous dit, voilà, votre dossier est passé en commission. Avec les résultats que nous avons eus, plus les échographies, etc., voilà, il y a 2 critères. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est curable ou pas? Donc, en fait, voilà, c'est vraiment que du médical. Il regarde. Est-ce que c'est grave? Oui. Est-ce que c'est incurable? Donc là, oui ou non. Et s'il valide ou pas l'IMG, en fait, avec ça. Donc, c'était incurable, c'est grave. Donc, l'IMG a été validé. Et là, donc, commence à parler de qu'est-ce qui se passe dans l'utérus. Et là, il commence à nous faire des schémas. Donc, puis, du coup, il nous annonce ce que notre enfant a. Alors, il s'avère que c'était une anomalie chromosomique. Donc, ils m'ont dit, je vous annonce que c'est une fille et qu'en fait, il lui manque un chromosome X. Donc, c'est ce qu'on appelle une monosomie. Donc, mauvais développement au niveau des cellules. À savoir que ça s'appelle le syndrome de Turner. Et en fait, il y a de différents degrés. Nous, on était au maximum, en fait. C'est que le syndrome de Turner donne des problèmes pulmonaires, cardiaques, etc. Et en fait, c'est ce syndrome-là qui a fait que son cœur était déjà très malade dès le début. Et toutes ces masses, en fait, qu'elle avait, donc c'était des poches de liquide, c'est que le cœur, en fait, ne pompait pas assez correctement pour, du coup, bien répartir tout le liquide dans le corps. Donc, en fait, ce qui faisait, du coup, tous ces énormes kystes externes de poches de liquide. Après, il nous a dit, est-ce que vous voulez attendre? On n'était pas obligé de faire l'IMG maintenant. Est-ce que vous voulez attendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois? Il y en a qui veulent garder un peu leur bébé avec eux, etc. Moi, j'étais dans l'optique, non, c'est une torture chaque jour. C'est trop compliqué. Et en fait, au vu de l'avancement de la grossesse, qui n'était pas non plus, elle avait dépassé un peu plus de 3 mois, on s'attendait en fait à que ce soit un curetage. Voilà. C'était préparé à que ce soit un curetage. Et là, d'un coup, il nous explique un peu
comment ça se passe, comment va être la prise en charge, sur combien de jours ça va se faire, et commence à nous expliquer. Et en fait, il dit, mais là, votre bébé, il a atteint une certaine taille, votre placenta a atteint une certaine taille, etc. Et là, je l'arrête et je dis, attendez, je suis pas en train de dire que ma femme va devoir accoucher. Et en fait, là, elle dit oui. Ah oui, il m'a dit, en fait, oui, on est obligé de passer par un accouchement parce que votre bébé est déjà trop important pour un curetage. Le choc, parce que, en fait, voilà, on est comme tout le monde, il y a un truc, on regarde sur Internet, on se dit, bon, bah, ça va se faire par voie chirurgicale, on va passer au bloc, ça va être aspiré, et puis, voilà, tu rentres le matin, tu ressors le soir, quoi. Et là, on est sur quand même un autre level. Et en fait, à partir du moment où le médecin met le mot accouchement, toute la conversation ne tourne plus autour de fœtus ou d'embryon, c'est votre enfant, votre bébé. En fait, à partir du moment où on parle d'accouchement, le médecin, c'est vraiment, voilà, votre enfant, il est humanisé. Quand il nous annonce ça, il nous explique aussi tout ce qui va derrière. Donc, il nous explique comment va se passer l'accouchement, les 3 jours. Donc, en fait, il faut savoir, ça se fait sur 3 jours. La première journée, on rentre dans l'après-midi, il donne un médicament. Le deuxième, il surveille. Et le 3e jour, c'est le jour de l'accouchement. Et le 4e jour, le temps de récupérer. Donc, il nous explique un peu tout ça. Et après, en fait, on arrive sur... Et c'est la question qu'on se pose, c'est où va aller notre enfant? Donc, en fait, il y a 2... Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas discutées toutes les deux parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, parce qu'un curetage, on ne se pose pas la question. Et là, pour la première fois, on entend deuil périnatal. Et là, il nous dit, vous avez 2 solutions. Soit vous décidez de vous occuper de l'enterrement ou l'incinération de votre enfant, soit l'hôpital peut s'en occuper. Mais ça, c'est pareil, c'est des questions... On ne nous demande pas de répondre tout de suite. Il faut savoir en fait que même si on donne une réponse à ce rendez-vous-là, on a 10 jours après l'accouchement pour changer d'avis. Mais c'est des questions. C'est vrai que quand on arrive au... Pourtant, on en a regardé des choses sur ce qui se passait. On ne s'était pas préparé à dire est-ce qu'on doit enterrer notre enfant? Est-ce qu'on a le choix qu'elle soit dans notre livret de famille ou pas? Enfin, c'est des choses où, vu qu'on se sentait tellement précoce dans la grossesse qu'on n'avait pas envisagé tout ça. On ne pensait pas qu'elle serait autant humanisée à peine 4 mois de grossesse. Enfin, c'est quelque chose où, ça, clairement, personne n'en parle. Souvent, on nous parle d'un délai de 22 semaines ou un poids supérieur à 500 grammes. Ça, c'est ce qu'on lit d'un point de vue administratif et législatif. Mais dans les faits, humainement parlant, psychologiquement parlant, c'est une approche totalement différente auquel on n'est pas préparé. Nous, on ne le savait pas. Et pourtant, je suis la première à aller me renseigner sur Internet. Et on n'a fait que ça pendant 15 jours. Et ça, on ne l'a pas vu. Ils vous ont expliqué, du coup, parce que là, vous n'êtes pas à 22 semaines, qu'on entend partout. Est-ce qu'eux, ils considèrent qu'il y a un autre délai ou est-ce que ça dépend des cas? Non, en fait, la loi, à partir de 16 semaines, on peut déclarer on peut déclarer administrativement, même si ça n'a aucune valeur juridique, c'est-à-dire que ça ne change pas le quotient familial. On peut mettre dans le livret de famille comme quoi l'enfant a vraiment existé, vraiment né, même s'il est sans vie, mais en gros, il est considéré, il a existé. Ça lui donne une valeur, on va dire, aux yeux de tout le monde et surtout à nous. On peut le faire et c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Et en fait, ils nous laissent le choix, c'est-à-dire que c'est soit on peut ou soit on le fait pas. Ou on peut ne pas le faire. Ça, c'est le choix des parents. En fait, le jour de l'accouchement, ils donnent des documents, l'attestation d'accouchement, on est allé à la mairie avec ça et avec le livret de famille et du coup, notre enfant est enregistré comme ça. Donc, on fait ce rendez-vous-là avec toutes ces informations. Ça fait beaucoup. Et puis là, c'est vous voulez faire quand? Vous voulez attendre? Vous voulez... Enfin, du coup, là, le choix, il est personnel. Hein. On peut attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou le plus vite possible. Etc. Enfin, moi, je dis le plus rapidement possible parce que plus... Enfin, après, c'est perso, hein, mais moi, je me suis dit plus j'attends et plus ça va être dur. Et du coup, en fait, le rendez-vous, il est posé le lundi d'après. Donc, 1 semaine après. Donc, on se dit déjà, là, ça fait plus de 3 semaines qu'on sait qu'on va perdre notre bébé. Donc déjà, les 3 semaines, c'est dur. C'est très, très dur. Déjà, pour moi, j'ai la place la plus facile. Mais pour ma femme, c'était d'autant plus difficile. Donc, il se passe en tout 3 semaines. Donc, on arrive le lundi. Donc, 1 semaine à se dire, ça y est, le rendez-vous est posé. On va perdre notre enfant. Donc, on rentre le lundi.
Donc, on s'organise pour notre fille, ce qui a été très dur parce qu'il faut savoir qu'on n'a jamais laissé notre fille plus de 2 ou 3 jours. Enfin, en tout cas, jamais plus de 2 nuits. Donc, mes parents viennent à la maison pour prendre le relais. La séparation avec notre fille est très dure, surtout qu'elle sait qu'on va à l'hôpital, qu'elle va perdre sa petite sœur aussi. Donc, c'est compliqué. Parce qu'entre deux, on lui a annoncé que c'était une fille. Elle voulait absolument une petite sœur depuis des années. Et en fait, au début, on s'est dit, on va pas lui dire parce que ça va la faire encore plus souffrir. Et avant qu'on lui dise que c'était une petite sœur, on voulait essayer d'en parler avec elle. Il y a eu l'annonce et en fait, après, elle voulait plus en parler. Et elle se mettait en colère tout de suite. Je veux pas en parler, machin, etc. Et on s'est dit, ça va être compliqué parce que si elle en parle pas et qu'elle reste braquée comme ça va être compliqué. Et en fait, le fait qu'on lui ait dit que c'était une petite sœur, ça a débloqué un truc. Du coup, on lui a expliqué l'incinération, qu'elle allait être dans une boîte, qu'après, elle serait au cimetière et tout. Ça a débloqué quelque chose chez elle. Et en fait, elle est partie écrire dans sa chambre 2 lettres pour sa petite sœur. En fait, on en a écrit une plus générale et une vraiment comme si elle parlait à sa petite sœur. Et elle a mis un doudou avec, mais super forte, quoi. Vraiment fort et surprenant. J'ai été admirative de la réaction de ma fille et de comment elle a réussi à surmonter, je sais pas, mais en tout cas à passer cette épreuve. Chapeau, je suis fière de ma fille, quoi. Entre l'annonce il y a une semaine avant l'IMG, est-ce que vous avez un suivi psychologique, un accompagnement, quelque chose qui est proposé? De la part de l'hôpital ou quoi que ce soit, non, il n'y a rien. Par contre, moi, je sais que j'ai eu besoin d'une psy pendant le parcours parce que ça a été tellement compliqué que j'ai eu besoin d'une psy. Et j'ai gardé cette psy tout le long du parcours. Donc, effectivement, à la suite de ça, j'ai pris rendez-vous avec elle. Et au final, on y était toutes les deux. On y était lundi. En fait, on rentrait à l'hôpital le lundi vers 17h et je lui ai demandé un rendez-vous le lundi début d'après-midi. Et je pense que c'était une bonne chose de l'avoir avant la rentrée à l'hôpital. Ouais, c'était plus que nécessaire. Mais parce que du coup, effectivement, c'était ma psy perso. À ce moment-là, l'hôpital proposait une prise en charge psy une fois que tu es arrivé à l'hôpital. Donc, c'est pour ça aussi que du coup, il nous fait rentrer pendant 3 jours. Et donc, on rentre le lundi fin d'après-midi. À ce moment-là, il me donne un cachet. Je crois que c'est pour préparer le col. Et en fait, nous, on avait fait une demande personnelle, c'est qu'on voulait une dernière échographie le lendemain. En fait, on a demandé une dernière échographie pour la voir. Et ce mardi, il y avait le rendez-vous échographique et la psychologue qui passait du coup dans la chambre pour discuter. Donc, on avait la psy avant l'accouchement et après, sur le soutien psy, après l'accouchement aussi, il y a. Voilà. Donc, on rentre le lundi. Mardi, on fait l'échographie. Et en fait, à l'échographie, son cœur avait arrêté de battre. Voilà. Donc, là, sentiment vraiment partagé. Franchement, sentiment vraiment partagé dans le sens où, en tant que femme, tu culpabilises, forcément. Et du coup, on passe l'écho. On espérait effectivement la voir vivante, encore une fois. Et l'après-midi, il y a la psy qui passe. Mais alors, est-ce que tous les psys sont différents? Mais au final, ça ne nous aide pas. C'est pire. C'est pire. Mais je pense que c'est peut-être l'approche de cette psy-là qui n'était pas la bonne avec nous. Peut-être qu'on n'était pas non plus dans de bonnes dispositions pour parler, mais en tout cas, c'est quelque chose d'obligatoire. Surtout qu'en fait, tout de suite, tu parles d'un deuil, ton bébé, il est encore dans ton ventre, même s'il n'est plus là. Et c'est très difficile de parler de deuil alors que tu n'as pas encore accouché, c'est compliqué, c'est difficile. On passe une nuit horrible, bien sûr. Le lendemain, on monte en salle d'accouchement, donc il faut savoir qu'on est dans un service de grossesse, donc on voit des femmes enceintes. Mais il y a quand même le service grossesse pathologique qui est quand même écarté et qui n'est pas au même étage que la maternité. Il y a quand même un effort qui est fait là-dessus, mais à un moment donné, quand tu es au stade d'accouchement, tu es en salle d'accouchement. Je veux dire, il y a plusieurs salles, il y a plusieurs femmes. Enfin, malheureusement, c'est dur. C'est très dur. Et le personnel a été hyper bienveillant, il faut le dire. Humainement parlant, ils ont fait ce qu'il fallait, clairement. Donc, ils ont pris du temps, ils nous ont écoutés. J'étais agréablement surpris avec le personnel soignant et je le dis haut et fort. Je leur suis reconnaissante parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. En tout cas, ils ont fait le maximum. Donc, à 8h30 le mercredi, on monte en salle d'accouchement. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de différence. On est vraiment en salle d'accouchement comme si tu allais accoucher d'un bébé en pleine santé. Donc, ça, c'est, voilà, il y a le côté pour le bébé qui est prêt, en fait. Donc, on voit tout. Et on a eu la chance de ne pas avoir de femmes en train d'accoucher. Donc là, il faut déclencher l'accouchement. Alors, par contre, le fait que le bébé est déjà parti, tout est fait
faut qu'il n'y ait pas de douleur. Tout est fait pour ne pas avoir de douleur, puisque du coup, le déclenchement est par ocytocine. Donc, je l'ai bien senti la demi-heure avant que la périph' s'est fait. Mais oui, en fait, tout est fait pour ne pas avoir de douleur. Donc, tu arrives et tout de suite, c'est la pose de péridurale, en fait. Tout de suite. Donc, pose de péridurale et déclenchement qui commence. Il donne un cachet d'ocytocine. La péridurale, elle l'a mal supporté la première demi-heure parce que c'est assez fort. Hein. Elle vomissait énormément. Et puis après, obligatoirement, ça la mettait HS. Sauf que dans leur protocole, c'est 4 cachets d'ocytocine avec la péridurale en continu, donc en gros toutes les 10 minutes. Elle pouvait appuyer pour avoir sa dose pour pas souffler. Et en fait, les heures passent. Rien. Rien. Le col ne se dilate pas. Il y a des contractions, tout ça, mais en fait, de toute façon, à 17 semaines, rien n'est mature. Hein. Donc, les choses sont clairement forcées. Donc, ils essayent de trouver une solution vers 15 heures. Bon, ils essayent d'aller percer la poche des os. Sauf que c'est très difficile, donc ils s'y mettent à plusieurs. Hein. Donc là, tu le sens passer hein, quand même. Ils n'y arrivent pas. Deuxième essai à 18 heures pour essayer de repercer la poche des os. Elle pensait avoir réussi. Mais bon, au final, à un moment donné, vers 20 heures, on est arrivé sur la fin d'ocytocine. Donc, qu'est-ce qu'on continue? Alors, au début, ils nous ont fait peur parce que sinon, on fait une pause de 6 heures et on recommence. Ouais. Et au final, j'ai eu loin un 5e cachet d'ocytocine pour au final que notre fille, elle sorte à 2h50 du matin. Donc, ça a été long. Donc, bref, au final, il y a eu aussi le choix de quand elle est sortie, de la voir ou pas. Et ça, ils vous le demandent avant l'accouchement? Les grosses décisions, ils nous laissent toujours choisir et changer d'avis si on le souhaite, à tout moment. Même le lundi, si on était rentré mais qu'on décidait d'arrêter. Et même si vous êtes devant l'hôpital, vous arrivez dans la chambre et vous avez un coup de panique ou quoi que ce soit, vous voulez faire demi-tour, vous faites demi-tour. Et ils mettent aucune pression en fait, c'est ça en termes d'organisation et tout ça. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup soulagée. Durant le week-end, je me suis quand même posé la question, est-ce qu'on y va ou pas? Enfin, dans le sens où est-ce que j'attends pas une semaine de plus? Et en fait, de me dire que j'avais la possibilité de le faire, ça m'a enlevé un petit truc quand même. Donc, Charlène accouche, clairement. Ça se passe assez vite dès que c'est parti. Et puis, du coup, ils ont été la chercher parce que le col, les contractions ne sont pas très, très fortes. Hein. Avant l'accouchement, ils nous avaient posé la question, voilà, quand votre fille sera là, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on l'emmène dans une autre pièce? Est-ce que vous voulez qu'on la laisse, donc il y avait le plan allongé, tout ça, est-ce que vous la laissez à côté? Ou est-ce que vous voulez qu'on mette un paravent? Est-ce que voilà, parce que c'est vrai que physiquement, notre fille, c'était choquant à voir. Déjà, rien qu'un bébé à cet âge-là, s'il n'a pas de malformation, c'est choquant. Mais en plus, avec toutes les malformations, moi, ça me faisait très, très peur. Et donc, du coup, j'ai dit non, je veux qu'elle reste dans la même pièce. Mais effectivement, pour l'instant, ma décision a été prise, c'est que je ne voulais pas la voir parce que j'avais peur. Donc, j'ai dit, mais par contre, je veux qu'elle reste dans la même pièce. Donc, mettez un pardon. La décision de Maryse à ce moment-là, c'était qu'elle voulait la voir. Donc, là, elle me dit, c'est bon, j'ai votre fille. Elle est comment? Elle est comment? On ne me répond pas. On dit, attendez, je vais essayer de prendre soin d'elle. Je dis, mais elle est comment? Et il ne me répondait pas, en fait. Déjà, je sentais que, voilà, que physiquement, c'était, à mon avis, quelque chose de très compliqué à voir. Et en fait, du coup, Marie se dit, je vais la voir. Et si, du coup, je trouve que ça va, je te dirais que oui, tu peux la voir, quoi. Mais je sentais que le corps médical, ils n'étaient pas bien du tout, quoi. Donc, ils l'ont préparé un minimum. En fait, à la base, il y a des mamans qui se sont retrouvées dans la même situation que nous, ou que pour aider à faire le deuil derrière, ils ont préparé des petits vêtements ou des petits nids d'ange, puis des mamies qui tricotent. Et puis pour pouvoir habiller des enfants nés prématurément. Il faut savoir que notre fille était encore trop petite. Et en fait, ça aussi, c'était un truc qui m'a stressée un peu. Le matin, avant de rentrer en salle de travail, je dis, mais à part le doudou que notre fille, enfin voilà, et puis les lettres pour mettre dans la boîte et tout, l'hôpital prévoit. Mais au final, c'était trop grand. Donc, ils ont dû la laisser dans un linge. Donc là, ils me l'ont présenté, donc derrière le paravent. Je pense que ça a été ce qui a été le plus dur. Et aujourd'hui, je le regrette. Peut-être avec le temps, non. Mais je pense que je le conseillerais pas. Pas du moins, moi, tel que je l'ai vécu. Même si quelqu'un t'avait dit, écoute, c'est des images qui vont te rester, c'est des images traumatisantes, etc., tu aurais quand même fait le choix de l'avoir. Mais j'estimais que c'était mon devoir de maman d'au moins faire ça. Mais par contre, je suis contente que ma femme ne l'ait pas vu.
Donc, du coup, suite à ça, Maryse, en fait, je l'entends carrément s'effondrer derrière le paroi. Et Maryse m'a dit, c'est trop choquant, il faut pas que tu la vois, c'est trop choquant. Et je sais que moi, je suis très sensible à ce genre d'image. Et en plus, si c'était ma fille, je préfère garder mon image que j'ai, peut-être que j'imagine. Et je pense que la démarche qu'on a eue, c'est peut-être celle que je conseillerais. Alors même si aujourd'hui j'en reste traumatisée, parce que clairement ça reste un traumatisme, c'est une image que je me lève le matin et je me couche le soir, je l'ai. Enfin, je sais que ça va s'estomper avec le temps. Mais c'est des choses où on n'est pas préparé. Et de toute façon, on ne peut pas se préparer à ça. Donc déjà, il y a l'image, mais il y a aussi le sentiment de tout ce qu'on envisageait pour notre enfant. Ça met un terme, en fait, c'est un choc. Mais là, on se dit, là, c'est fini, elle est là, Ouais. elle est comme ça. Ouais. Et ça stoppe net, mais c'est une claque énormissime. Donc, ouais, c'est le moment, pour ma part, c'est le moment le plus dur que j'ai vécu. Et après, ils ont dû emmener ma femme parce que le placenta ne s'était pas décollé tout seul. Donc, du coup, elle a dû partir en curetage pour aspirer le reste. Et là, je me suis retrouvée toute seule dans la pièce avec ma fille. Et là, on peut avoir un super bon entourage. Ce jour-là, quand vous perdez votre enfant, peu importe le terme, que ce soit un terme précoce comme le nôtre ou plus tardif, ce sentiment de solitude et de déchirure, on ne peut pas s'y préparer. C'est le pire. Et après, tu as ta femme qui revient et ton bébé est parti. Ouais, moi, je suis revenue de bloc et elle était plus dans la pièce. Et ça par contre, ça a été dur de dire, bah là, elle est loin de moi. Et là, c'est fini. Et ça, personne n'en parle. Elle était déjà partie à la morgue, en fait. Quand Charlène est partie au bloc, du coup, Maryse, t'es restée avec ta fille. Est-ce que tu as du personnel qui est resté avec toi ou est-ce que vraiment tu t'es retrouvée toute seule? Alors, j'ai du personnel qui est venu. J'ai une aide-soignante qui a été super gentille et qui m'a demandé pour le bracelet, parce qu'à la base, ils ont quand même un bracelet d'identification, mais qu'ils n'ont pas pu mettre sur notre fille parce qu'elle était trop petite. Et en fait, ils ont humanisé un peu plus notre fille dans le sens où elle m'a dit, écoutez, j'ai celui-là, qui a le code barre, mais j'en ai fait un autre manuellement parce que je trouvais que c'était mieux pour vous et pour elle. Comme un petit bracelet de naissance classique, en fait. Donc, on a son petit bracelet rose avec son nom, son prénom, la date et l'heure. Et du coup, ils m'ont laissé une petite dizaine de minutes avec ma fille parce que je l'ai demandé. Puis ils ont fait les empreintes aussi. Enfin, Ils ont essayé de faire des empreintes, ils prennent des photos au cas où on veut après y avoir accès. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'ils font. Alors, on accepte ou on n'accepte pas. Hein. Mais ils posent la question, s'ils peuvent prendre des photos, laisser dans le dossier. Et on peut le demander à la psy par la suite. Parce que ça peut être un choc. Moi, j'ai choisi de le faire tout de suite. Mais il y a peut-être des familles, ou même ma femme, si elle veut le faire plus tard, elle aura toujours le choix de le faire. Donc, ils ont fait tout ça. Et après, moi, je suis restée peut-être une dizaine de minutes avec ma fille. Je pense que c'est la chose la plus dure que j'ai faite aujourd'hui. Et après, ma famille est revenue. Et là, tu te dis, c'est fini. Et je sais pas comment on pourrait dire, mais on a l'impression que le temps, il s'arrête. C'est figé. Et à part souffrir, il n'y a rien en plus. Et ça, on aura beau retourner Internet, ce sentiment-là, cette épreuve-là, très, très peu de personnes la racontent. Et je trouve ça dommage parce que c'est un minimum pas de préparation, mais quand ça n'a strictement rien à voir. Mais quand l'hystéro, je parle dans ce parcours-là, l'hystéro, toutes les femmes, aucune femme ne disait que c'était douloureux et que ça faisait mal. On ne se préparait pas psychologiquement à souffrir. On sait qu'on va dans quelque chose de désagréable, on se prépare un petit peu, même si ça ne suffit pas, un petit peu psychologiquement. Là, à ça, il n'y a rien qui nous y prépare. Rien, parce que personne n'en parle. Et personne n'en parle, pourquoi? Parce que c'est tellement douloureux de mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est tellement dur et il n'y a pas de mots assez forts pour dire à quel point on souffre ce jour-là. Que ce soit physiquement pour elle et même moralement. Et en plus, on souffre de manière totalement différente. Ouais. Elle a porté notre fille. Moi, non. Mais on est autant parents l'un que l'autre. Mais on souffre de manière différente. Et ça, très peu de personnes en parlent. Et c'est dommage. Du coup, Charlène, tu reviens dans la chambre? Ouais. Comme je suis passée au bloc, ils ont fait l'arraché, donc j'étais vraiment totalement endormie, tout le bas du corps. Je sentais plus mes jambes, plus rien. Donc on a attendu peut-être 2 heures, je pense, le temps que je ressente un peu mes jambes et on a eu le petit déj derrière.
Donc, on est resté presque 24 heures entre la salle de travail, le bloc. Et quand c'est pour avoir un enfant, 24 heures, je peux l'accorder qu'il y a plein de familles même qui c'est long, etc. Mais 24 heures pour ce résultat, c'est très dur. C'est très dur parce que ça semble interminable. Ça semble interminable et en même temps, là, maintenant, avec le recul, je me dis, c'est passé vite. J'ai l'impression qu'on me l'a retiré tellement vite. Parce que du coup, après, tu as encore une journée d'hospitalisation. Alors là, pour le coup, tu as le choix. Tu peux rester si t'as envie. Si tu as envie, c'est comment tu te sens, etc. Si tu veux rester, tu restes. C'est bizarre, hein, pourtant l'hôpital public, mais là, j'étais même surprise. Si vous voulez rester une journée de plus, vous restez une journée de plus. Enfin, il n'y a pas de problème. Donc le jeudi, on rentre, on fait notre petit déj. Et en fait, je veux rentrer à la maison, je veux retrouver notre fille, enfin notre grande. Kaï, elle avait besoin de nous en plus. Enfin, c'était un peu compliqué pour elle et tout ça. Rester à la maison avec ses grands-parents. Donc j'ai dit non, non, on rentre. Physiquement, j'allais plutôt bien. Dans l'après-midi, on est rentré chez nous. Et qu'est-ce que vous avez pris comme décision du coup? Vous disiez que vous aviez le choix d'organiser une cérémonie ou pas, ou que ce soit géré par l'hôpital. Ça a été compliqué comme choix, mais mes parents ont perdu un enfant, ont vécu ce qu'on a vécu avant moi. Et j'ai vécu le poids d'un enfant enterré au cimetière, puis après incinéré parce que mes parents ont déménagé. J'ai vu la charge mentale et le poids que c'était pour mes parents, et ce qui a eu aussi comme conséquence psychologique sur mon frère et ma sœur, ou même sur moi. J'ai vu au fil des années, et même encore aujourd'hui, ce que ça peut représenter. Et je voulais pas nous infliger ça. Moi, j'ai hésité et en fait, je me suis dit effectivement, si on déménage ou quoi que ce soit, en fait, je m'empêcherais de déménager juste parce qu'il y aurait ces cendres à un endroit dans une case à tel cimetière. Ça, je le sais. Donc, en fait, on s'est dit non, on va pas faire ça. Et en fait, c'était le côté aussi de la cérémonie. Franchement, ça aurait été trop dur. Donc, du coup, au final, on se dit bon, l'hôpital s'en occupe. Donc, ils font l'incinération commune avec d'autres enfants. Donc, si ça arrive avec d'autres enfants. Et qui a été mis au jardin des souvenirs du grand cimetière d'Orly. Et du coup, on y est allé le lendemain que les cendres aient été déposées. Alors, ça a été long, mais au final, ça devait être fait 10 jours après, parce que comme je disais, c'est qu'on a 10 jours pour changer d'avis. Donc pendant 10 jours, notre enfant reste à la morgue. Et je dis, il ne faut pas qu'on reste à la maison. Si on attend que ce soit fait, il faut qu'on s'en aille, sinon on va rester dans cette bulle encore horrible. On va être mal, enfin, clairement, on ne va plus vivre, et notre fille non plus. Et notre fille, c'était on arrive en plein été, début des vacances pour elle. Pour elle, il fallait qu'on se bouge. C'est le début des vacances, il fallait qu'elle ait de la joie dans tout ça quand même pendant ses vacances d'été. Donc on s'est dit, bon allez, on est parti en road trip pendant 10 jours avec la tante, le chien. En fait, qu'elle ait de la joie et qu'elle ne pense pas. Et là, en fait, on revient au bout de 10 jours, parce qu'ils nous avaient dit 10 jours. Donc on vient le mardi. L'insémination devait être le mercredi ou le jeudi qui suivait, parce qu'on voulait être là. Et au final, ça s'est fait, mais encore qu'une semaine après. Ça s'est fait le 23 juillet. Ouais, 20 jours. Donc cette attente a été longue. Donc ils font l'incinération et on a été au cimetière le lendemain. Donc c'est encore une autre étape. Et faut vivre avec après. Et au niveau des proches, sur l'après, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez été accompagnés? Est-ce que vous vous sentez accompagnés comme si vous aviez accouché d'un enfant qui était vivant, que vous avez perdu après? Non, c'est totalement différent. Enfin, je pense que dans la tête des gens, c'est juste un arrêt de grossesse. Comme une fausse couche. Après, quand tu dis que tu as accouché, tu dis, ah ouais, oui, quand même. Oui, mais j'imagine pas notre fille. Ils n'en parlent pas, ils la nomment pas. Il y en a quand même qui. On a son petit frère, ses parents et une amie voilà, qui humanise clairement et qui nomme notre fille. Mon petit frère, en retour de l'hôpital, le lendemain, il nous a fait envoyer une petite plante avec une carte. Et sur un côté de la carte, il y avait un mot pour nous. Et sur l'autre côté de la carte, il y avait un mot pour notre fille. Comment s'appelle votre petite fille? Oh, c'est significatif. C'est très significatif. Et j'imagine que pour les gens, même ceux qui prennent en compte la difficulté et qui ne le vivent pas forcément comme si vous aviez vécu une fausse couche, il y a aussi beaucoup de tabous et on ne sait pas quoi dire. Il y a beaucoup de gens qui sont restés muets et j'ai préféré cette réaction, clairement. Les gens qui sont restés muets par rapport à notre situation, par peur de la maladresse, et ce que je trouve comme réaction très intelligente, et tant mieux.
Et on a d'autres personnes qui ont été hyper maladroits et qui essayent toujours de ramener leur vécu, leur situation à eux, alors que toute situation vis-à-vis d'une interruption de grossesse est différente. Je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas attendre de son entourage une présence totale ou une omniprésence ou beaucoup de dialogue ou beaucoup d'écoute, parce que les gens se sentent... C'est pas qu'ils veulent pas être là, hein. C'est que déjà, ils sont hyper mal à l'aise vis-à-vis de la situation. Ils n'osent pas déranger. Voilà. Il y en a qui n'osent pas déranger. Alors qu'en fait, moi, si j'avais un truc à dire, justement, c'est que on veut parler de notre enfant. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de déranger, on veut parler de notre enfant. Les femmes, les couples, peu importe les gens qui passent par le deuil, la perte d'un enfant, peu importe le stade auquel ça arrive, il faut en parler parce que ça reste tabou, alors que les souffrances sont réelles. Et le fait d'en parler, ça libère et ça donne une valeur aussi, comme quoi ça existait. Si on est toute seule à parler d'un sujet, obligatoirement, ça ne va pas avoir d'impact. Par contre, si on est des milliers de femmes à parler de cette souffrance, les gens vont commencer à porter de l'importance à ce sujet et à s'en libérer, à partager leur expérience. Malheureusement, qui sera mauvaise, mais qui sera bonne après pour quelqu'un par la suite. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'en parle parce qu'il faut une utilité à l'épreuve qu'on vient de passer. Il faut que ce soit utile. Et aujourd'hui, le message que vous voulez passer aux proches de personnes qui vivent ça, c'est de poser des questions, d'en parler. Même si la personne m'a dit 10 000 fois la même chose, dans le sens où si je parle plusieurs fois de l'accouchement, bah oui, bah tu m'as déjà raconté. Non, laisse parler. Laisse parler parce qu'en fait, ça fait partie, je pense, du deuil, de reparler, de reparler, de reparler de la perte du bébé, de ce qu'on a ressenti. Même si la personne, elle s'en a déjà parlé 10 fois, laisse-la faire parce qu'en fait, c'est ce qui fait que ça va aller mieux après. C'est dur, mais par contre, je peux concevoir qu'en tant que proche, de voir quelqu'un qu'on aime dans la détresse. Je sais que ma mère, elle a du mal à entendre des choses. C'est compliqué parce que ça la fait beaucoup souffrir, parce que j'en souffre. Donc, je sais que c'est compliqué de voir des gens qu'on aime souffrir, mais il faut prendre sur soi parce qu'au final, la personne qui souffre le plus, c'est les parents. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vit la même chose que nous, il faut l'écouter et se dire que c'est pas parce que vous allez poser des questions que vous allez la blesser plus, parce qu'elle ne le sera pas plus qu'elle l'est déjà. Ouais. Lors de cette épreuve-là, on est complètement brisé. C'est pas parce que vous allez poser une question que vous allez lui faire du mal. Au contraire, peut-être que ça va la soulager et pouvoir partager son expérience va lui faire du bien. Ma priorité, c'est ma femme, ma fille et nos futurs enfants, je l'espère. Mais le reste, peu importe. Et justement là-dessus, comment vous projetez l'avenir? Est-ce que vous envisagez d'avoir un 3e enfant? Alors, on est en plein dedans. Du coup, sur la dernière FIV qu'on a fait, il y avait 3 embryons. Donc, on en a mis 2. Il y en avait qu'un qui avait pris, mais il en reste un. Sachant qu'en plus, l'embryon est de très, très bonne qualité. On a revu l'obstétricienne derrière, où on a eu un rendez-vous début août. Donc, la question était, est-ce que cet embryon, on peut le laisser de côté et du coup, Maryse prend le relais pour faire un parcours PMA ou est-ce qu'on transfère cet embryon? Donc, du coup, c'est soit il transfère sur toi, Charlène, soit c'est un nouveau parcours. C'est ça. Donc, on a eu ce rendez-vous avec l'obstétricienne où, en fait, moi, franchement, après l'accouchement, j'ai dit, je veux plus, stop. Enfin, j'ai beaucoup subi quand même, hein. J'étais déterminée, c'est bon, j'arrête, stop. Chérie, prends le relais parce que là, bah, déjà, mon corps, mon esprit, tout ça, j'en pouvais plus. Et en fait, un mois après, j'ai dit à Maryse, je ferais bien le transfert de l'embryon quand même. Et en fait, Maryse pas prête du tout. Maryse pas prête du tout. Vraiment, le rendez-vous se passe pas forcément bien puisque Maryse s'effondre totalement et dit clairement quasiment qu'elle ne veut plus d'enfant. Donc là, même moi, un peu un coup de panique, hein, dans le sens où à la base, c'était pas notre plan de vie. Dès le début, on s'est dit déjà, l'idéal, on aurait aimé avoir 3 enfants. Et en fait, là, Maryse qui me sort ça, je suis pas d'accord. Du coup, c'était pas notre plan de vie, c'était pas ce qu'on voulait, c'est pas ce que je veux. Donc, Maryse a besoin de prendre du temps, on en discute, on décide de mettre la PMA en stand-by. La PMA, oui, effectivement, dans notre cas, c'est un projet parental à 2. Donc, on fait tout à 2, on partage tout à 2, le bon comme le mauvais. Mais il ne faut pas s'oublier en tant que couple et il ne faut pas non plus s'oublier individuellement, l'un ou l'autre. Et ça, on l'a fait. Alors, on s'est oublié en tant que personne, en tant que maman, en tant que femme et en tant que couple. On a tellement été dans cette bulle, dans cette spirale, qu'on s'oublie complètement et ça fait énormément de mal. Donc, quand tout s'arrête, comme ce qui s'est passé quand Charlène est tombée enceinte, c'est qu'on se reprend toute la vague de toutes les souffrances qu'on a eues pendant le parcours. On se prend tout dans la figure
Et là, obligatoirement, au bout d'un moment, on craque. Et quand on craque, c'est très, très dur. C'est violent, que ce soit pour soi ou tout ce qu'on peut exprimer aux autres. Ce qui s'est passé à ce fameux rendez-vous où je me suis complètement effondrée. Toute la colère, toute la tristesse, tout est sorti. Et là, avant de dire quoi que ce soit en termes d'engagement pour la suite, il fallait que j'arrive à me recentrer sur moi-même. Parce que si j'arrivais pas à me recentrer et savoir ce que je voulais moi personnellement, est-ce que j'étais capable encore d'endurer? Et j'ai eu besoin de ce temps-là qui a duré à peu près une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours, vraiment, vraiment dans le mal. Hein. Dire, je voulais voir personne, je parlais plus, j'étais fermée. Enfin, c'est des pleurs sans cesse. Enfin, c'est très, très compliqué. Et après, on a pu commencer à reparler de la PMA. Parce que je voulais plus en entendre parler. J'étais vraiment braquée de chez braquée. Et en fait, quand Marie s'est sentie un peu mieux et qu'on a discuté, moi, c'est à ce moment-là que j'ai passé plusieurs jours à être dans mon lit et à pleurer. Et c'est là que j'ai eu mon moment de déprime. En fait, le conseil que je donnerais à ce moment-là, c'est qu'il faut se donner le droit de craquer et de penser égoïstement qu'à soi. Peu importe le conjoint, peu importe. Vraiment qu'à soi de qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ressent. Enfin, vraiment, ce moment-là, et on l'a vécu de manière différente et à des moments différents, il est, pour moi, pour avancer par la suite, que ce soit vis-à-vis du deuil, vis-à-vis de sa famille ou son couple, ou même à titre personnel, il est indispensable. Justement, ça vient à ma question suivante. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner aux personnes qui sont confrontées aux mêmes épreuves? Sincèrement, ne pas s'oublier soi-même. Si je m'étais un peu moins oubliée, il y aurait eu peut-être des moments où ça aurait été moins dur. Et du coup, il y aurait eu moins de conséquences néfastes, parce qu'il y a eu des moments très difficiles aussi dans le couple. Il y aurait eu des moments qui auraient été peut-être beaucoup plus faciles et j'aurais aussi pu communiquer beaucoup plus facilement. Et ça m'a manqué. Parce qu'à force de vouloir toujours être forte Oui, c'est ça. et de dire oui, j'arrive encore à subir, j'arrive encore à porter tout ça, on s'oublie complètement, on se ferme parce qu'on ne veut pas exploser, parce qu'on a peur de craquer et parce qu'on ne s'en donne pas le droit. Donc, pas s'oublier et réussir à trouver un peu plus de temps pour son couple. Moi, si j'avais un conseil, c'est savoir lâcher prise et pas vivre que pour la PMA. Moi, j'ai fait tout l'inverse. Il y a des fois où je me suis mise en arrêt pour la PMA. J'ai mis mon boulot en stand-by pour la PMA. J'ai mis le sport en stand-by pour la PMA. Il y a plein de trucs que j'ai mis de côté. Il y a des week-ends qu'on n'a pas fait, des sorties qu'on n'a pas fait, des vacances qu'on n'a pas fait. Et peut-être que si j'avais réussi à me forcer un petit peu à dire fais-le ce truc-là, fais ça, prends du temps pour faire autre chose que tes examens et les PMA et penser qu'à PMA, etc. Peut-être que ça aurait été un peu moins dur. Et puis on aurait peut-être mieux communiqué parce que moi j'étais braquée dans mon truc à fond, quoi. Et le second part se sent aussi à l'écart et des fois on s'oublie, mais mutuellement comme individuellement. Et c'est le conseil, c'est ne vous oubliez pas. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant, que ce soit avant le premier parcours PMA ou toute cette étape d'IMG, etc.? Moi, je pense que c'est l'aspect psychologique en France. Je trouve qu'il est pas assez pris en compte. On nous prépare pas assez psychologiquement déjà au risque. Je prends l'exemple de l'hyperstimulation. Avant que ça nous arrive, on nous avait pas préparé. On m'avait pas préparé à me dire si ça arrive, il y aura ci, il y aura ça. Pourtant, c'est un risque et quand même, on n'était pas préparé à que ça arrive. Donc déjà, il y a ce côté où, mine de rien, pendant les 3 semaines entre l'annonce du diagnostic et l'IMG, il n'y a rien entre deux. Enfin, on est tout seul. Pendant ce parcours, on se sent très seul. Et on a l'impression de ne pas être compris. Si l'entourage est à l'écoute, même s'il ne peut pas comprendre, si déjà l'entourage est à l'écoute de ce qu'on ressent, déjà, ça peut aider. Donc, moi, ce qui nous a manqué, c'est ce côté où on savait que ça allait être dur physiquement, que ça allait être long, que ça allait jouer sur notre patience, même aussi en termes d'échec. En revanche, je ne pensais pas que psychologiquement, ça allait peser aussi lourd et qu'on serait senti aussi seul. Ce côté tabou, en fait, qu'on ne parle pas de la PMA comme une aide à la procréation, mais qu'on voit vraiment ça comme une aide médicale et pas comme un fardeau, je trouve que c'est un sujet trop tabou encore dans notre société. On en entend parler quand même de plus en plus. On voit qu'il y a quand même beaucoup de partage. Mais quand tu regardes, quand on entend parler, je trouve qu'au final, les documentaires ou quoi que ce soit, c'est pas approfondi sur le ressenti des patients. Les documentaires, ça va être approfondi sur le côté médical, les traitements, etc. Par contre,
Est-ce qu'on a vu un documentaire ou un truc, un reportage où voilà, il y avait 2-3 couples différents sur une émission et qui parle de L'aspect psychologique. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte ou très très peu. Et c'est tellement dommage parce que clairement, dans ce parcours-là, il est hyper important. Moi, je pense que sur le premier rendez-vous, il devrait nous dire ça peut prendre du temps et il va falloir apprendre à être patient. Parce que c'est un marathon, quoi. De la prévention mentale, clairement, c'est ça qui manque dans ce genre de parcours. Je pense que si on parlait de prévention et de protection mentale, dans ce genre de parcours. Voilà, un parcours, c'est pas tout beau, tout rose. Il y en a qui sont tout beau, tout rose. La preuve, notre premier a été magnifique. On ne pourrait pas mieux faire. Mais voilà, de dire attention, on ne vous souhaite pas, mais ça peut se passer mal. Il faut se soutenir pendant un parcours. Et il faut que le couple, clairement, il faut que le couple soit soudé, qu'il soit sûr de leur décision, parce que c'est un parcours qui peut être tellement lourd, qui peut briser un couple. Hein. Je vais pas mâcher mes mots. Il peut clairement briser un couple et briser même personnellement. C'est quelque chose qui peut être extrêmement dur à vivre. Et la perte d'un enfant, en dehors d'un parcours PMA, peut aussi briser un couple et sa propre vie. Et ça, on ne peut pas s'y préparer, mais je pense qu'il faut le savoir. Que c'est un risque. C'est pas quelque chose qu'on nous présente que des schémas de bio, en fait, tout le long des rendez-vous, mais effectivement, l'aspect mental, il est juste à peine survolé. Mais quand je vois ma fille se lever le matin ou quand je l'ai le soir, bah ça vaut le coup. Ouais. Moi, aujourd'hui, je ne me verrai pas sans enfant. Même si le parcours est difficile, même si on nous prévient des risques, même si on nous prévient que c'est dur, etc. Si à la fin, vous avez votre enfant en bonne santé dans vos bras, plus rien n'est grave. La prochaine grossesse, ça va être hyper angoissante. On s'en doute. Tant qu'on ne l'aura pas dans nos bras. Mais ça vaut le coup. Merci beaucoup pour le partage aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes les informations. J'espère qu'on va avoir du monde qui va se retrouver dans vos histoires. On vous souhaite en tout cas de tout cœur que la suite fonctionne. J'espère vous retrouver pour un témoignage d'ici quelques temps pour me raconter la fin de cette histoire. Et que ce sera un beau témoignage et que ce sera une belle fin. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage aujourd'hui. L'histoire de Charlène et Maryse s'arrête ici. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mater Naissante. J'espère que le témoignage de Charlène et Maryse t'a inspiré, rassuré ou simplement accompagné un instant. Si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à activer les notifications, t'abonner à la chaîne, à laisser un petit like ou un commentaire. C'est précieux pour faire vivre cette communauté bienveillante. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire de maternité. À bientôt.